à s'adapter maintenant. Et ça, je parle de climat. Et en intégrant ces notions de vivant et en travaillant sur la biodiversité et en limitant les dégâts, on s'adapte aussi au changement climatique dans une certaine mesure. Donc, je ne sais pas bien si la question était pour moi, mais en tout cas, c'est évident, on n'est pas... Tout ça, on parle de l'extinction et je trouve que cette idée de climat, de trop focaliser sur le climat sans la biodiversité, ça trompe en fait, parce qu'on a l'impression, comme disent certains, que quand on a rasé ou déforesté pour faire je sais pas, un centre commercial, pour prendre l'exemple de notre ami Aurélien, et qu'on a mis des panneaux solaires, on a tout bon. Mais non, c'est pas vrai. Et évidemment, il y a une certaine quadrature du cercle aussi qui fait qu'on a aussi pensé qu'on pouvait installer des éoliennes en plein milieu de wetlands ou des choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc il faut aussi faire appel au discernement. Et c'est pour ça que la biodiversité et le climat doivent marcher de pair. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même une méconnaissance sur la partie biodiversité à Maurice. On peut que constater le fait que notre part sur l'atténuation est anecdotique, 0,01% des émissions de gaz à effet de serre, et qu'en effet c'est un combat qui est mal engagé. Mais par rapport à la biodiversité, effectivement, le fait d'avoir une vision investisseur avec des frameworks à l'échelle internationale comme le ISSB qui va arriver, et cette vision investisseur qui est axée sur le single materiality, met en fait directement l'emphase sur le changement climatique à défaut de la biodiversité. Et c'est parce que les quantifications sont plus facilement réalisables et que du coup l'agrégation et la quantification du risque est plus facilement réalisable. Et c'est sûr que si l'on va regarder ce qui se fait au niveau de l'Union européenne avec la double matérialité, l'aspect biodiversité doit être pris en compte naturellement. Et c'est beaucoup plus difficile et plus complexe. Donc on a du mal à nous-mêmes venir quantifier ce que l'on fait localement. On a du mal à venir valoriser. On a un vrai défi à Madagascar où au niveau du ciel textile, on plante des arbres. On plante 80 000 arbres par an. Mais derrière ça, il faut venir comprendre est-ce que ce sont les bonnes essences? Est-ce que c'est un écosystème que l'on est en train de construire? Est-ce qu'il est adapté? Quel est le taux de survie de ces arbres, etc. Donc la connaissance, déjà, pour que le projet fonctionne, n'est pas forcément au rendez-vous. Et puis, pour qu'il dure dans le temps. Et ensuite, pour le valoriser et à s'assurer que le financement est périn. C'est autant de défis qui font que, sur la biodiversité, beaucoup de travail reste à faire. Merci beaucoup. Clémentine, je suis désolée, mais on me fait toutes sortes de signes que le temps est fini. Merci Clémentine d'être intervenue de Madagascar. J'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer en présentiel un jour. Merci. Et Divya et Vanessa, merci beaucoup pour des conversations très honnêtes et candides. Merci mesdames. Alors, voilà, le micro marche maintenant. Alors, merci en tout cas à ce premier panel. Je vous invite à reprendre vos places, mesdames. Merci à Divya Sirvansingh, Sustainability Manager du groupe Ciel, Vanessa Doge de Spéville, Head of Sustainability du groupe MCB, et également Amandine Ardouard de Roné, Head of Sustainability and Inclusive Growth, Head of Sunref, Technical Assistance et Business Mauritius, qui a été notre modératrice pour ce premier panel sur l'environnement. Également à Virginie Villeneuve, mais qui reste avec nous pour le prochain panel. On les applaudit encore une fois, mesdames et messieurs, c'était vraiment très très intéressant. Et merci également pour vos questions pertinentes. Alors on va tout de suite bouger pour notre deuxième panel sur l'économie cette fois, mesdames et messieurs. Production durable et consommation responsable et économie circulaire, donc l'ODD 12.
Pour ce deuxième panel autour de l'économie, j'ai le plaisir d'appeler sur scène nos panélistes, Norbert Sobraidou, Head of Supply Chain and Logistics chez Brun Active, groupe IBL. Il est aussi le Sustainability Champion de cette opération du groupe. Et Juliette Deloustal, Sustainability Manager du groupe Attitude. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Et également, j'appelle tout de suite notre modératrice Anya Dundou, Project Manager Sustainability and Community Building Made in Maurice. Et ben voilà, je vous laisse la parole. Et nous avons encore une fois Virginie qui est avec nous pour parler des chiffres et des tendances. Vous avez à peu près 40 minutes, mesdames et messieurs, et nous garderons 5 minutes pour les questions. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Voilà, parfait. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième panel qui parlera du coup, qui mettra en lumière le rôle clé des acteurs économiques locaux dans la poursuite des ODD. Pour ce panel, notre attention se porte sur l'économie locale, son impact sur le développement durable. Nous allons plonger dans une discussion animée, je l'espère, avec nos intervenants qui sont eux-mêmes des acteurs économiques engagés dans la promotion des savoir-faire locaux. Ils partageront avec nous leurs expériences, leurs stratégies, leurs challenges et surtout leur succès dans la création d'une économie locale durable. Donc, j'invite Virginie du coup à nous présenter les chiffres clés et les tendances d'études. Merci beaucoup. Donc, nous avançons sur ce second panel, production durable, consommation responsable et économie circulaire. Donc, ce qu'on peut dire tout d'abord, nous allons regarder les priorités des ODD pour les entreprises. Si vous l'avez noté tout à l'heure, effectivement, consommation et production responsable sont au cœur des priorités puisque c'est la deuxième des entreprises de l'océan Indien. Je vous rappelle qu'ici sont compilés à la fois Maurice, Réunion, Madagascar, tout petit peu de Mayotte. Mais regardons maintenant pour les citoyens. Parle-t-on ici de priorité? Pour Maurice, surconsommation et gaspillage est la quatrième priorité en termes d'objectifs du développement durable, alors qu'à La Réunion, on est à la troisième des priorités. Je dois ajouter que nous avons déjà mené cette étude en 2021 et qu'elle était beaucoup plus haut à ce niveau-là pour les citoyens, pour les consommateurs des deux îles, voire dans le top pour les Réunionnais. Par rapport aux attitudes et aux actions des entreprises, on va retrouver un point commun, que ce soit à la fois pour les entreprises et les citoyens, à la fois de Maurice et de Réunion, un changement radical dans l'organisation et l'économie est attendu. Et il est jugé vraiment comme nécessaire. Il faut produire, il faut consommer moins, mais mieux. On peut vraiment parler de tendance et d'attente pour l'instant, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc, comme je vous disais, on est allé demander aux entreprises, bon, ok, plein de bonne volonté, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, pour ceux qui entreprennent des actions RSE dans leur entreprise, 100% de ceux qui pratiquent, qui activent, touchent à la santé, l'eau, l'innovation et la consommation et production responsable. Donc on peut noter ici que effectivement ce sont des actions qui sont mises en œuvre de manière prioritaire par les entreprises qui agissent. Alors, par rapport aux consommateurs, ça devient un peu plus compliqué. Je suis désolée, on a parlé de cette variable économique, mais on va la retrouver tout au long. C'est peut-être dur de penser, on devrait penser, comme dit M. Villain, à l'espèce avant tout, mais le quotidien fait que l'économie est là, et comme dit Jacques, les ODD ne se mangent pas. Donc, qui sont les consommateurs qui vont au bout de leurs valeurs en allant dans l'action, c'est-à-dire j'arrive la plupart du temps à avoir un comportement de consommation responsable où je le fais toujours, on est à peine à 25%. Donc il y a la volonté et il y a l'action, et ici on voit déjà un écart.
que je vais venir illustrer par la suite. C'est-à-dire qu'on a demandé aux consommateurs, êtes-vous au moins d'accord de payer un peu plus pour des produits durables et éthiques? Et on voit bien tous les efforts qui sont mis en œuvre avec le panel précédemment, notamment avec l'éco-index, pour montrer, prouver que les produits sont plus durables. Ça va avoir un coût, tout ça, parce que il va falloir au final le payer. C'est quand même le consommateur qui va le payer. Donc oui, ils sont prêts à payer plus. C'est déjà une bonne nouvelle pour en tout cas plus de 60% d'entre eux à Maurice et 1 sur 2 à La Réunion. Mais il faut savoir que ce coût ne sera pas plus de 10%. Donc le coût supplémentaire accepté reste relativement faible. Et puis, là, c'est des attentes fortes. Les consommateurs ont le sentiment qu'il est vraiment difficile de différencier des produits éthiques qui sont bons pour l'environnement de ceux qui ne le sont pas. Donc il semblerait qu'il y ait encore un travail de sensibilisation et d'information. La plupart d'entre eux, que ce soit à Maurice ou à La Réunion, pensent qu'il est prioritaire ou important que les entreprises, les marques informent sur ce caractère éthique et responsable, donc notamment dans leur mode de production. Donc là, la balle est dans leur camp. Surtout qu'on a vu précédemment qu'on voyait souvent, on considérait que leur discours de communication n'était que des belles paroles. Enfin, pour la moitié d'entre eux, en tout cas à Maurice, acheter des produits durables ou choisir des services respectueux de l'environnement et de la société montre aux autres qui je suis. Donc là, ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a cette consommation émotionnelle. Faire ce choix est très impliquant pour eux parce que ça va en dire long sur leur personnalité et socialement, c'est plutôt intéressant. Même si on est sur des problématiques qui vous pensent dépasser tout cela, il faut se remettre dans la tête du consommateur et voir qu'est-ce qui le touche et comment on va pouvoir le convaincre. Donc, si je devais résumer ce que l'on vient de voir, la consommation et la production responsables sont prioritaires pour les entreprises, on est bien d'accord là-dessus. Plus de la moitié des consommateurs sont d'accord qu'il faut agir, mais concrètement, dans leurs achats, l'impact reste encore faible. Ils sont prêts à payer un surcoût, mais qui va être vraiment faible, à peine 10%. Et que les entreprises doivent innover pour des produits plus écologiques, mais surtout informer leurs consommateurs de leur mode de production. Donc, les questions qu'on peut se poser ici, c'est comment renforcer l'engagement des entreprises en matière de durabilité, mais j'ai envie d'aller vraiment à la plus essentielle, il me semble, c'est trouver cet équilibre entre innovation et compétitivité, comment surmonter les obstacles liés au coût pour les consommateurs, tout en maintenant la rentabilité. On va parler d'économie dans ce panel, et effectivement, il faut trouver cet équilibre, il faut informer, il faut convaincre, ils sont prêts à payer, mais il faut que tout le monde soit gagnant dans la situation. Merci. Merci beaucoup Virginie. Bonjour Juliette, bonjour Norbert. On va tout de suite vous présenter en visionnant vos vidéos corporate. Nous avons une urgence, la planète brûle, pour prendre une expression, et donc nous devons absolument pouvoir adapter nos business par rapport à ce qui se passe autour de nous, à notre écosystème qui est en évolution. Donc le Building a Legacy Together a été créé comme un workshop en 2022 pour justement avoir cette synergie entre les différents exécutifs du groupe towards ce qu'on appelle un collaborative thinking. Aujourd'hui, le collaborative thinking devient quelque chose de très concret dans l'entreprise. So I think that it's important for corporations to embed sustainability, to have like a strategic focus which is aligned to the business. By embedding sustainability in the strategy, you're able to prioritize. It will be linked to business strategy. A position then allows the company to say, well, these are the goals that we want to attain, and then to make that very clear to everyone in the organization. And to say we will devote resources to this, we will, also incentivize managers to attain those targets. Et pourquoi intégrer un processus de comptabilité durable? Tout simplement pour avoir l'occasion d'avoir un état des lieux de sa situation concernant les émissions, pour pouvoir identifier les leviers à activer et surtout pour être à même d'écrire son plan de transition.
the sustainability challenges that the Sustainable Development Goals are trying to address, things like climate change, ecosystem loss, poverty and inequality, are so big and so systemic that no individual business or NGO can really try and resolve those. It's really important to bring together the different perspectives, the different resources, the different stakeholder bases that NGOs and businesses have, and to work together to really deal with these challenges. Comment pouvons-nous travailler mieux ensemble pour lutter contre le changement climatique? Nous devons nous unir. Il faut mobiliser la finance internationale, il faut aussi mobiliser les savoir-faire, les expertises, dialoguer sur les solutions nouvelles. De superbes vidéos qui présentent du coup nos panélistes. Nous allons explorer aujourd'hui les questions cruciales telles que les moyens de reproduire des modèles économiques prospères dans la région, ainsi que les défis et avantages liés à l'approvisionnement de produits locaux et aussi la valorisation de nos ressources terrestres et marines. De ce fait, j'invite donc Jérôme Vulmin, directeur du cabinet de conseil de Calitropics, à nous rejoindre en visio. Il est là. Bonjour Jérôme, on t'entend. Bienvenue. Très bien, merci. En tout cas, quelques mots d'abord pour remercier vraiment l'organisation de l'archipel, bien sûr, et de ses partenaires. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Calitropics. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais commencer quelques éléments sur le rôle de la dans ce grand pas qu'on a à faire d'un point de vue environnemental. Alors, j'avais prévu quelques diapos, je ne sais pas si elles peuvent être diffusées. Très bien, on va passer à la diapo suivante directement. Donc, quelques mots. Calitropics, c'est un pôle de compétitivité. Donc, c'est une association qui est labellisée par l'État français et qui a pour mission de faire travailler ensemble les entreprises, le monde de la recherche et le monde de la formation pour créer de la valeur ajoutée sur les territoires, des entreprises et des emplois principalement à travers des projets innovants. Diapo suivante. Alors, quelques grands défis qu'on se doit de relever pour atteindre nos objectifs. On est dans des aspects de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire et de souveraineté énergétique. Bien sûr, du fait de notre insularité, c'est très compliqué d'atteindre cette souveraineté, mais chaque pourcentage gagné est un grand pas vers cette souveraineté. Quelques principes. Le premier, c'est l'alimentation avec une diversification qu'on peut faire et plus principalement travailler sur de la production de protéines sur nos territoires, protéines végétales principalement. Limiter le gaspillage alimentaire, on l'a vu dans les enquêtes, c'est quelque chose qui est important. Il y a environ 17% des denrées qui sont gaspillées, donc des denrées qui sont produites par des agriculteurs, transformées, emballées et ensuite qui partent à la poubelle. Presque 20% à un cinquième de la production. Donc là, il y a vraiment un gros gap. Et nous, on se propose de travailler sur de la transformation, la meilleure conservation des aliments pour consommation dans le temps. On a pour l'instant à La Réunion une surproduction d'agrumes qui ne sont pas vendus parce que y a trop et en parallèle, on importe des jus, des purées, etc. Donc on travaille sur des principes de transformation, de mise en place d'ateliers collaboratifs pour nos agriculteurs pour qu'ils puissent transformer cette production en jus, en purée, etc. et la vendre dans le temps. Pas mal de travaux nous activent ici sur la substitution des intrants. Donc, on importe beaucoup d'engrais, beaucoup d'aliments pour les élevages et on a la possibilité de fabriquer localement. Donc là aussi, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces projets et nous-mêmes, on porte un gros projet qui consiste à travailler sur des élevages d'insectes dont la farine est très intéressante pour les élevages de poulet, de porc et les déchets des insectes, l'éjection
gestion constitue un très bon engrais pour les sols, avec en plus un aspect circuit court, parce que les insectes consomment des déchets et de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est vraiment quelque chose de vertueux qu'il faudrait développer de plus en plus sur nos territoires. D'un point de vue un peu plus chimique, on s'intéresse également beaucoup à travailler sur la biodiversité locale, qu'elle soit terrestre ou marine. On a la chance d'être sur des territoires en fait, avec une biodiversité qui est trop peu explorée, peu des molécules pour la pharmaceutique, pour l'agroalimentaire, pour le bien-être, la cosmétique, les produits phytosanitaires, etc. Et puis aussi valoriser les coproduits, les sous-produits, les déchets. Dans les peaux, dans les noyaux, les fruits par exemple, il y a des molécules très intéressantes et pour l'instant, ces déchets ne sont pas valorisés. Promouvoir les qualités de qualité et d'origine biologique, aller vers c'est aussi avec la qualité. C'est là qu'on arrive à se démarquer sur les marchés internationaux, donc que ce soit Maurice ou La Réunion et à moins que sur Madagascar, on n'a pas les capacités de production qu'ont le Brésil ou les pays asiatiques, mais on peut se distinguer par des produits de qualité avec des origines contrôlées, par exemple protégées. Et puis, on fera pas mal de choses sur les énergies durables et renouvelables. On utilise beaucoup d'énergie fossile actuellement. L'électricité est fabriquée en grande partie par du gasoil, du fioul, gaz, etc. Donc aller vers des méthodes de production énergétique un peu plus vertueuses, je pense notamment à la pyrolyse, à la méthanisation, qui sont encore trop peu développées sur nos territoires. Et puis l'énergie, c'est aussi beaucoup de bâtiments, le logement, donc tous nos matériaux quasiment sont importés. Il y a très peu de matériaux locaux sur nos territoires. Donc on participe à de nombreuses études pour favoriser la production de matériaux locaux à partir de la biomasse. Donc en fait c'est un peu un retour en arrière, donc réutiliser des matériaux utilisés à l'époque. Je pense notamment au bois, bien sûr, c'est le plus simple, mais aussi à la fabrication de différents matériaux à partir de bagages, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, et puis pour conclure très rapidement, donc, favoriser les circuits courts. À l'échelle de nos territoires, ça veut dire de la coopération régionale. On a pour habitude de travailler beaucoup avec Maurice, principalement, donc, avec l'AMN, avec le MRACI, avec le soutien de la région Réunion qui est présente sur le territoire. Et puis, bien sûr, tout ça ne se faire sans innovation. Donc, ça sous-entend la mise en place de travaux collaboratifs de recherche, collaboratifs entre les territoires, mais collaboratifs aussi entre des laboratoires et des entreprises. Donc, ce sont des démarches qu'on voit de plus en plus pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services sur nos territoires. Voilà, je ne vais pas être plus long sur cette intervention, mais je reste disponible pour répondre à vos questions et participer au débat. Super, merci beaucoup Jérôme. Alors merci surtout pour cet objectif de développer des projets collaboratifs sources de compétitivité et de performance et de développement économique, avec bien sûr l'idée de fédérer les entreprises autour d'une thématique de la bioéconomie tropicale. Du coup, j'ai quelques questions pour toi. La première qui est de savoir comment Calitropique œuvre à la valorisation des ressources naturelles, terrestres et marines dans notre région. Alors, Calitropique travaille avec des entreprises en fait, sur ces grands projets. Donc, selon deux grands axes. Le premier, c'est l'accompagnement des projets innovants des entreprises. On se rend compte en fait que les entreprises au niveau local n'ont pas forcément de service R&D en interne. Donc, chez Calitropique, on a une équipe d'experts, des ingénieurs, des docteurs dans les différents secteurs de l'agronomie, et on se propose d'aider les entreprises à développer des nouveaux produits, des nouveaux services par de la recherche. Et puis la deuxième chose, ce sont des actions d'intérêt général, donc des études d'intérêt général qui permettent d'aller plus loin sur ces concepts. On travaille par exemple là sur les matériaux de la construction, donc 10 matériaux types qu'on peut fabriquer en zone tropicale insulaire à partir des ressources locales. Super, merci beaucoup. Et ma dernière question, pourquoi penses-tu que la bioéconomie est le modèle économique de demain? Alors, c'est le modèle économique de demain, mais c'est déjà le modèle économique actuel.
actuelle. Ça commence, on a fait un grand pas depuis une dizaine, une vingtaine d'années, donc on est déjà dans ces aspects de l'économie. L'économie passée, à mon sens, c'est l'économie qui est basée sur les énergies fossiles, sur les minerais. Ce sont des ressources qui sont épuisables à l'échelle humaine. On sait que le pétrole, le gaz, on va pas en reproduire puisque la nature met des centaines de milliers d'années pour produire ces éléments. Donc on se doit de passer vers une économie beaucoup plus vertueuse en utilisant du matériel biologique, des végétaux, des animaux, etc., qui sont des ressources qui sont renouvelables. Un arbre, on peut le planter, on peut en récolter des fruits, récolter le bois, le planter, etc. Donc on arrive avec des modèles beaucoup plus vertueux. Et puis, comme je l'ai indiqué dans mon introduction tout à l'heure, ce qui est intéressant en fait, c'est que sur nos territoires, on est assez pauvre en énergie fossile et en minerais en fait. Je disais, la plupart des matériaux les matières premières sont importées. Avec la bioéconomie, on peut produire aussi bien dans les forêts que dans les campagnes. On parle de principe, par exemple, d'agroforesterie, de la production de végétaux sous couvert forestier. Donc on ne détruit pas la forêt, mais on produit sous les arbres, particulièrement adapté au cacao, aux racines, etc. Donc on a tout intérêt à basculer vers cette économie. Si on est déjà un peu dedans, et d'aller plus loin dans ce principe et d'en tirer vraiment une carte aussi, parce que dans l'économie, il y a bio-économie, mais cet aspect économique il est aussi important, parce que tout ce qu'on fait, ça a pour vocation d'aider la société, et on ne peut pas imaginer une société sans économie de toute façon. Donc c'est pour ça que cette bio-économie, c'est vraiment l'économie de tout. Super, merci beaucoup Jérôme pour ton intervention. Je t'invite à rester connecté pour la prochaine partie. Donc je me tourne vers vous, Norbert et Juliette, pour commencer notre panel. Juliette, je vais commencer par toi. Donc le positionnement d'attitude a prouvé aujourd'hui que votre business model fonctionne en termes d'approvisionnement. Donc du coup, j'ai une question pour toi, pour savoir quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui et que vous rencontrez au niveau de votre procurement pour trouver des alternatives locales, et surtout quels sont les secteurs locaux qui peinent à venir vous suivre dans cette endeavor. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ania, merci au Journal des Archipels pour l'invitation. Donc la question est assez large. Je vais essayer d'être concise, mais n'hésite pas à me rediriger. Donc nous, notre business model, en tout cas en termes d'approvisionnement, c'est sûr qu'il a toujours été la priorité du local, parce qu'en tant qu'acteur, même si on est un acteur de service, on a notre part de responsabilité sur cette partie d'approvisionnement, et on se doit d'offrir à nos clients la mise en avant du local, donc des produits locaux. Ça passe par là, parce qu'avant tout, on est un business donc de chambre, mais de restauration. Donc à travers cette offre-là, on a cette responsabilité de la mise en valeur de nos capacités en local, et donc à travers l'approvisionnement. Et on s'était demandé un peu comment structurer cette approche. Donc c'est là qu'on s'est tourné vers notre partenaire Made in Maurice pour nous aider à structurer cette approche et à pouvoir se reposer sur un acteur, parce qu'on est donc une entreprise de service. On n'est pas forcément des spécialistes des questions d'approvisionnement. Et en fait, on a pu s'appuyer sur le label Made in Maurice pour avoir un gage de qualité et aussi un gage de valeur ajoutée sur l'économie locale. Donc à partir de là, on a un peu restructuré toute notre base de données, et on a essayé de pousser pour augmenter notre part dans le label Made in Maurice. Et donc c'était une des principales branches d'action. Et l'autre, c'est l'accompagnement des petites structures. Donc il y a Charlène dans l'Assemblée, qui est notre responsable achat, qui fait un travail énorme au quotidien d'accompagnement des petites structures, parce que ils ne sont pas forcément à l'aise avec tout ce qui est un peu administratif, mise en place de process. Donc on a notre responsabilité, nous, en tant que grand acteur, de les accompagner. Donc ça, sur n'importe quel type de destination, c'est un modèle pour moi à répliquer. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et aller dans la facilité, entre guillemets, de seulement s'approvisionner auprès de gros acteurs.
Il faut aussi ne pas oublier les plus petits. Et c'est un vrai travail d'accompagnement. Il faut être plus souple dans les mesures prises, que ce soit de livraison, que ce soit financière, que ce soit aussi de conseil, parce que les petites structures ne savent pas forcément par quoi commencer ou comment. Donc c'est de l'accompagnement. Et après, aussi avec les grosses structures aussi, c'est comment on commence toutes ces discussions pour... On reprend toute la chaîne de valeur et là où il y a le plus d'impact. Donc je remercie à certains de nos fournisseurs qui ont pu venir aujourd'hui. Donc c'est un peu le début de toutes ces discussions où on reprend toute la chaîne de valeur et on essaye de voir là où on a le plus d'impact et où on peut agir. Et je dirais que là où on a encore pas mal ça de petits pain points, je dirais que des fois c'est ce qui est disponible sur le marché mauricien. On voit par exemple qu'on a beaucoup de production de légumes, mais on ne va pas forcément les avoir en surgelé pour pouvoir permettre nous aux grosses machines d'hôtel derrière de pouvoir avoir une offre constante. Charlène me faisait part par exemple, c'est un truc tout bête, mais les tomates en canne, c'est que de l'importer. Alors qu'on a une production énorme de pommes d'amour à Maurice, on pourrait, c'est un peu moins belles, les mettre en conserve et en faire les cannes. Mais en fait, personne ne nous offre ça et on est un gros consommateur, par exemple. Et je pense encore certaines filières, par exemple certaines filières de viande où il y a des soucis un peu de qualité. Et donc ça, c'est encore des pain points chez nous. Super. Donc vous êtes sur 8 hôtels aujourd'hui, donc un approvisionnement quand même assez grand. Y a-t-il des secteurs qui n'arrivent pas à vous suivre ? Oui. Peine à s'adapter surtout. En fait, c'est par exemple une histoire de packaging. Des fois, c'est difficile de faire changer les habitudes. Donc nous, on arrive un peu avec nos sabots, on dit on veut plus de plastique, on veut plus de packaging individuel. Sauf que derrière, c'est des grosses machines. On comprend que c'est pas la priorité de tous les fournisseurs parce qu'ils ont ils ont la tête dans le guidon, quoi, et on avance avec la production. Donc c'est à nous de nous asseoir, de bien comprendre leurs difficultés, de voir comment on peut les aider. Mais les packaging, ça c'est un gros sujet. Donc je pense à ça. Et on arrive quand même à développer avec certains le système de consigne. Donc on essaie d'avancer au maximum comme ça. Super, merci beaucoup Juliette. Norbert, je me tourne vers toi. Alors nous savons que Brand Active aujourd'hui a un portefeuille client assez vaste. Et du coup, dans cette idéologie d'avoir de plus en plus de marques locales, est-ce que vous avez des initiatives pour accueillir de plus en plus de marques locales dans votre portefeuille de marques ? Et d'ailleurs, à quelles contraintes faites-vous face par rapport à ça ? Alors, merci Ania, bonjour à tous. C'est vrai que chez Brand Active, on a la chance d'avoir une belle brochette de marques. On est présent dans 3 catégories de produits, que ce soit le produit alimentaire sec, frigorifié, et aussi soins et beauté. Donc nous on a à peu près 50 partenaires qu'on travaille avec, que ce soit sur le local et l'international. Et c'est vrai que depuis quelques temps il y a vraiment un accent qui est mis sur la production locale et les entrepreneurs qu'on travaille avec. Pour vous citer une entreprise qui s'appelle Saveur Végétal, qui commercialise des marques de frozen snacks, les samoussas et autres. Et depuis 2018, on les accompagne. On a notre propre marque qui est Marie Gajak. Je ne suis pas là pour faire de la publicité aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un travail et je rejoins Julie par rapport à l'accompagnement qu'on fait pour cette marque avec eux. Et pour toujours être effectivement anticiper un peu les défis par rapport à la production locale, parce qu'il y a une demande sur le marché et la production doit répondre à cette demande. Et juste pour répondre à ta question, Ania, je pense que les défis aujourd'hui, c'est véritablement avec les variables qu'il y a sur le marché et la demande qui peut fluctuer grandement par rapport à des diverses les facteurs sur le marché. On a une production qui peut avoir des manques de labor, en français c'est de main-d'œuvre, voilà, merci, de main-d'œuvre. Et on sent qu'effectivement, c'est avec ce type de production qui est très manuel et très artisanal,
il y a de moins en moins de Mauriciens qui veulent s'attacher à ce travail. Et ça, on le sent, et c'est un travail d'accompagnement qu'on fait avec ces entreprises locales pour pouvoir anticiper quand il y a une baisse de production et pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Super, merci. Et du coup, par rapport à ces enjeux, est-ce que votre approvisionnement arrive à être régulier? Est-ce que les normes sanitaires sont respectées? Et aussi, comme on l'a vu dans l'étude, est-ce que les prix arrivent à être concurrentiels pour que le Mauricien puisse faire le choix justement d'un produit local? Alors, je vais commencer par les prix parce que c'est ça un peu le nerf de la guerre par rapport au marché. C'est vrai que dans les petites entreprises, ils sont sur du petit volume, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas la masse critique au niveau de l'importation des matières premières, que ce soit s'approvisionner localement aussi, ils n'ont pas la masse critique. Du coup, les matières premières sont plus chères et il y a vraiment un challenge pour garder les prix compétiteurs, pour être compétitrice sur le marché. Maintenant, au point de vue aussi des autres défis, enfin des autres avantages, je voulais dire, c'est qu'on a des délais de livraison qui sont plus courts, qui nous aident aussi à avoir moins de capital qui est lié au stock. Et aussi, on a aussi ce partenariat, que ce soit au niveau de l'audit avec eux, pour être sûr, parce qu'à la fin de la chaîne, il y a le consommateur, et les consommateurs veulent des produits de qualité. Donc, on les accompagne pour les audits, pour être au niveau du compliance, pour pouvoir nous donner des produits de qualité pour que le consommateur soit satisfait. Super, merci. Juliette, je t'invite aussi à répondre à cette prochaine question. Donc, on a parlé des challenges, du coup, de l'approvisionnement. Maintenant, parlons aussi des atouts de pouvoir se sourcer aujourd'hui sur le local. Donc, quels sont les atouts pour toi aujourd'hui de pouvoir trouver ce qu'il te faut sur le marché mauricien? Est-ce que c'est la fraîcheur des produits, la rapidité de l'approvisionnement ou autre? Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? L'atout, c'est déjà dans notre discours commercial, c'est ce qu'attendent nos clients. Donc c'est un peu, on répond du coup favorablement à la demande de nos clients de découvrir ce qu'on peut avoir comme produit à Maurice. Donc ça, c'est déjà l'atout énorme, c'est la promesse client qui est remplie, parce que c'est ce qu'on vend à nos clients, c'est une expérience différenciante, c'est une expérience locale. Donc ça, avant toute chose. Et c'est aussi une flexibilité. Donc on parlait de la question des packaging. Donc c'est beaucoup plus facile de revoir les questions de packaging si c'est fait en local, en circuit court. Parce qu'en importation, malheureusement, on ne pourra pas empêcher le surpackaging, parce que ça doit être à l'épreuve du transport. Donc c'est une grande flexibilité aussi. Donc tout ce qui est... tout ce qui est malléable. Le grand atout, c'est la flexibilité qu'on a, pouvoir créer nos propres produits aussi, co-créer. On voit aussi qu'on peut avoir des choses plus personnalisées. Je vois dans toute la déco qu'on fait, par exemple, on arrive on a des moods d'inspiration, et puis après, c'est travailler entre nos designers et Charlène en procurement. On arrive vraiment à définir au plus près ce qu'on veut et ce qui est possible, et donc cette flexibilité-là, elle est super. Super, donc effectivement ce choix de faire fructifier et d'avoir un effet multiplicateur sur l'économie locale est un challenge. Et du coup, est-ce que vos clients en sont contents? Quels sont les retours? Est-ce que vous mettez par exemple, Norbert, en évidence dans votre communication toutes ces actions que vous faites au niveau de votre supply chain et au niveau de vos actions? Oui, effectivement. On a la chance d'avoir ces marques locales et on peut adapter un peu la communication. Quand vous entendez maintenant les spots publicitaires, on peut les faire en créole, on peut jouer un peu sur le mood qu'on a dans le pays ou sur les événements pour effectivement avoir une publicité beaucoup plus ciblée. Et ça je crois que c'est une flexibilité qu'effectivement on a avantage pour la compagnie, parce qu'on a quand même pas mal de cahiers de charges si on travaille avec les fournisseurs internationaux. Donc ça c'est quelque chose qui est positif pour nous. Et puis finalement on accompagne la marque et pour que le consommateur soit gagnant, parce qu'on réduit quand même le coût de distribution, parce que nous avec les marques qu'on a, on a la masse critique pour la distribution. On touche à peu près 150 à 200 points de vente tous les jours.
et les productions, les entrepreneurs, ils bénéficient un peu de ce réseau qu'ils n'auront pas pu peut-être développer s'ils étaient seuls. Donc ça nous permet de rentrer un peu dans tous les points de vente pour qu'au final, le consommateur peut avoir accès à ces produits et pour en amont avoir un win-win situation avec les entrepreneurs. Super, donner le choix du coup aux consommateurs. Et Juliette, du coup, au niveau de votre communication, est-ce que vos clients font la différence entre les impacts réels, économiques, sociaux et environnementaux que vous pouvez avoir, ou est-ce qu'ils font un petit peu la différence entre le greenwashing et ce que vous faites et vos impacts réels? Je pense que les études montrées parlent bien que les gens ne sont pas idiots, mais c'est compliqué de de déceler la différence. Parce que justement, on manque de connaissances sur tous ces sujets-là. Donc, avant tout, c'est la transparence qui est le plus important. Et il y a des champions de marques par exemple, je pense, donc dans tout le cahier des marques Bicorp, par exemple, en général, c'est la transparence qu'ils mettent en avant. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on a besoin de communiquer aux consommateurs vraiment ce qu'il est en train d'acheter, la transparence des produits, des ingrédients, de provenance, etc. Et je vois que ça va dans ce sens-là parce que j'ai vu qu'il y a eu au niveau européen des lois qui viennent de passer contre un peu le greenwashing dans les pubs. Par exemple, parler de produits ou de services zéro carbone, etc. C'est juste complètement faux et complètement faussé. Donc ça, je crois qu'il y a une responsabilité sur les entreprises d'être transparentes dessus. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de communiquer. Je ne sais pas si on le fait assez, mais en tout cas, c'est vraiment notre volonté et de pas être et surtout de parler des challenges et d'être ouvert avec les consommateurs sur les challenges aussi. Que par exemple, un voyage à Maurice, on sait que l'avion, ça c'est pas on peut pas l'enlever, c'est l'éléphant qui est là dans la pièce, faut en parler. C'est un vrai souci d'impact. Il faut juste que les consommateurs, on leur dit, nous on fait le maximum d'impact ici, c'est notre raison d'être, c'est notre mission. Sur le territoire, le fait que le territoire s'en sort mieux si on est là plutôt que si on n'était pas là. Mais après, il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas encore à enlever, qui est un pain point, il faut juste le dire, et de responsabiliser le consommateur comme ça, en étant transparent sur les enjeux. Bien sûr. Vas-y Virginie. Oui, je voudrais ajouter effectivement, justement, les études dans le secteur hospitality ont été faites à Maurice cette année. Et sans tout révéler, le groupe Attitude qui a pris le parti pris d'un positionnement très local à contre-pied de tout le secteur, avec un choix réel, assumé et communiqué plutôt bien. Les dernières études montrent qu'effectivement, donc je viens confirmer que la proximité avec notamment les consommateurs mauriciens interrogés et internationaux également, c'est le groupe hôtelier qui a le plus progressé en termes de localité, d'association, de proximité avec sa cible. Donc oui, ça a marché. Super, merci beaucoup. Alors ma dernière question est une question commune. On va peut-être commencer par toi Norbert. Quels sont pour toi les axes indispensables aujourd'hui pour accompagner les PME vers la transition et vers l'engagement sur les ODD? Alors je pense déjà il faut les sensibiliser par rapport aux besoins climatiques et puis aux ODD. Nous, ce qu'on fait, c'est effectivement essayer d'emmener cet élément d'innovation chez eux. Parce que quand on a des consommateurs au bout de la chaîne, c'est là, effectivement, qu'on doit prôner l'innovation. Même si c'est difficile de think outside the box par rapport à un petit entrepreneur qui s'est développé rapidement dans le secteur, et ils ont quand même des process qui sont pas trop flexibles à changer. Mais nous, c'est amener vraiment la discussion pour essayer d'innover et donner un peu cet élément ODD et les conscientiser par rapport à ça. C'est pas toujours évident. Mais c'est dans cette optique qu'à chaque discussion avec eux, c'est pas que la partie commerciale et distribution qui est abordée, mais c'est aussi cette partie ODD qui est essentielle pour nous, pour faire développer la marque et pour conscientiser par rapport aux consommateurs qui
qui est plus maintenant, même si c'est encore un petit pourcentage, qui est plus consomme-acteur aujourd'hui et qu'on doit répondre à ses besoins sur le marché. Définitivement. Juliette? Donc c'est vrai qu'il y a différents niveaux de responsabilité et c'est vrai que nous, par rapport à toutes ces petites entreprises, c'est que nous, du coup, on package l'offre un peu finale avec nous, notre consommateur qui est principalement donc, le public européen. Donc nous, on le package et on le valorise. Donc nous, à notre niveau, c'est déjà de montrer que des personnes payent pour ces produits locaux et c'est ça qu'ils recherchent et que ça a de la valeur et qu'on veut développer ça. Donc nous, déjà en se positionnant sur la valorisation du local, on montre qu'il y a du business à se faire avec ça et pas que le local, mais aussi sur ce qui est respectueux environnementalement parlant. Donc déjà de montrer aux entreprises qu'il y a des débouchés parce que les acteurs en veulent et le mettent en avant. C'est aussi donc voilà, donner comment dire, un peu l'exemple et montrer des initiatives que ça a de la valeur et que ça peut être intéressant pour le business. Et ensuite, c'est de l'accompagnement, c'est de s'asseoir, de comprendre les enjeux, les blocages et surtout de ne pas tomber dans la facilité et pas de s'arrêter au petit challenge. C'est moins facile, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est vertueux pour la destination, c'est vertueux pour tous les acteurs économiques, parce que là, on cherche du long terme et pas juste du court terme. Définitivement. Merci beaucoup à vous deux. On se quitte du coup sur cette idéologie de long terme et pas du court terme, et des actions concrètes à impact positif. Je vais maintenant inviter la salle à poser des questions si vous en avez, et à Jérôme de nous rejoindre. Est-ce que tu es encore là? Au cas où on aurait des questions pour toi. On a le micro qui est là, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à poser vos questions, profitez-en et posez vos questions à ce panel économie. Merci. Avec l'image très terrestre qu'on a eue, je ne sais pas si dans vos approvisionnements, surtout dans le côté hôtellerie, vous incluez aussi le monde de la pêche et la biodiversité marine, et comment vous accompagnez peut-être éventuellement les petits pêcheurs, enfin si vous le faites ou pas, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur cet axe? Merci. Alors c'est vrai que c'est un gros sujet. Donc déjà sur la pêche, on a pris on s'est mis des objectifs de déjà diminuer tout ce qui est importation. Donc ensuite se favoriser sur la pêche locale, parce qu'en fait on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'importations sur ce niveau-là, donc on a essayé de baisser ça. Et ensuite c'est de l'accompagnement, donc de la sensibilisation et de la formation. On a le Marine Discovery Center qui est au Lagon Attitude, donc on y invite des pêcheurs et voilà, tous les membres de la zone qui vivent du lagon. Donc il y a la formation qui est faite à ce niveau-là. Et aussi c'est voilà, au niveau de tout le travail au niveau du procurement, de dire nous ce qu'on recherche et de montrer qu'on souhaite acheter les produits qui sont durables. Mais c'est vrai que c'est compliqué sur ce niveau-là en termes de certification, c'est pas forcément, ça veut pas dire forcément grand-chose derrière. Mais en tout cas on est super ouvert à tout ce qui est opportunités de pêche durable. Donc on rencontrait juste hier quelqu'un qui fait de l'aquaponie et en fait on peut aussi acheter des poissons qui servent à faire pousser par leur déjection les légumes, et on voit que là on peut récupérer quelques poissons comme ça. Donc c'est un exemple de circuit court et durable qui est top de développer. Donc on est juste super à l'écoute de toute cette offre là, et en tout cas on se positionne comme acteur voulant acheter ces produits là. Pour nous c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une production qui fait effectivement prend des poissons en bulk et qu'on tranche pour les produits frigorifiés dans les supermarchés par exemple. Donc il faut véritablement avoir un approvisionnement qui continue, et avec des types de poissons qui sont déjà effectivement, et on anticipe un peu par rapport au type de poissons qu'on commercialise. Donc c'est difficile effectivement de voir un peu dans la communauté locale par rapport à la pêche,
mais c'est sûrement un défi donc on devrait peut-être essayer d'explorer. Mais le vrai défi, c'est au niveau de la quantité, au niveau de la masse critique pour la production. Et je voulais rajouter aussi, ça passe par la réduction aussi de l'achat de poissons. En tout cas, nous, c'est dans notre offre. On a maintenant à plus de 30% de repas végétariens et véganes dans nos établissements. Et on veut que ce chiffre-là augmente parce que du coup, la pêche durable aussi, c'est la pêche, c'est diminuer la pêche, donc on s'oriente aussi là-dessus. Merci beaucoup. Par faute de temps, on va prendre une dernière question. Jérôme, n'hésite pas à répondre aussi. Merci beaucoup. Merci au Journal des Archipels pour l'organisation, aux panélistes et aux participants. Moi, j'avais une question d'un point de vue un peu plus national. Est-ce que vous savez s'il y a des initiatives qui sont enclenchées ou qui sont en réflexion autour d'une tendance vers l'autosuffisance alimentaire et comment est-ce que le privé et le public pourraient travailler ensemble dans ce contexte-là? Là, moi, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne pour répondre à cette question. Donc, je laisserai plus des personnes hautes dans le public qui seraient plus à même de répondre sur les questions un peu plus larges, globales. En tout cas, je sais que c'est les discussions avec des personnes étatiques sur les volontés du pouvoir d'achat et de ce qu'on a envie de faire de notre pouvoir d'achat en tant qu'acteur économique. Mais sinon, je serais... Moi non plus, je ne suis pas un spécialiste par rapport à la production locale et à l'insuffisance. L'autosuffisance, merci. Mais c'est vrai qu'on travaille avec quelques producteurs en légumes pour placer du frais dans les supermarchés. Mais au niveau des initiatives du pays, je ne peux pas vous dire. Pour répondre, du coup, il y a effectivement beaucoup de choses qui se font, beaucoup de pourparlers, etc. Donc on pourra en rediscuter plus tard, mais c'est vrai que de plus en plus, il y a des initiatives et du lobbying et une acceptation un peu du côté gouvernemental de se sourcer de plus en plus au niveau local, parce que simplement, il nous faut l'autosuffisance, à savoir que sur certains secteurs et certains aliments, on est déjà autosuffisant, mais il faut effectivement transitionner de plus en plus. Il y a d'ailleurs des roadmaps sur l'économie circulaire qui sont en train de se formaliser, des lignes spécifiques qui sont écrites par rapport justement à inciter cette circularité, cette autosuffisance. Donc ça bouge petit à petit, ça bouge. Souvent, une combinaison des deux, obligatoirement. Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'allais dire comme vous, effectivement, que c'est une histoire du public et du privé, en fait. On a la chance d'être sur des territoires avec un monde économique assez dynamique, qui impulse souvent les actions publiques, mais je sais qu'à Maurice, comme à La Réunion, il y a beaucoup de fonds publics qui sont injectés pour justement accompagner les filières dans la meilleure production locale. Et puis, je voulais juste dire quelque chose par rapport au manque de main-d'œuvre qui a été souligné tout à l'heure par Norbert. On a un peu la même problématique, manque de main-d'œuvre dans le secteur de la production agricole et de la pêche. Et on travaille beaucoup sur méthodologie pour honorer l'image des producteurs, en fait. Et ça va de pair avec les nouvelles technologies, les nouveaux agriculteurs, les nouveaux pêcheurs. Ce sont des jeunes qui sont très connectés, etc. Donc, on travaille sur des concepts d'agriculture connectée. Vous devez suivre les productions, les phytosanitaires, etc. Et puis sur des concepts d'agriculture urbaine pour rapprocher la production des villes et éviter l'isolement des producteurs. Et ce sont des concepts qui rejoignent aussi les propos de Juliette sur l'achat de produits de la mer qui sont importés. Et là aussi, on peut travailler sur de l'aquaponie, bien sûr, comme ça a été cité, mais aussi tout ce qui est aquaculture. C'est tout à fait adapté, par exemple, à la production de crevettes, de crustacés, etc. De l'aquaculture hors courant d'eau, parce qu'on va pas les nourrir en courant d'eau, etc., mais de l'aquaculture dans des bacs, ce sont des choses qui existent beaucoup à Singapour, par exemple, ou en Amérique du
le faire sans chauffer des bâtiments, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir encore, et c'est encore une fois grâce à l'innovation dans les entreprises qu'on pourra atteindre ces nouveaux challenges. Super, merci beaucoup. Merci à tous. On les applaudit, mesdames et messieurs. Notre deuxième panel économie. Je vous invite à rester devant la scène, à vous mettre debout pour une petite photo souvenir. Il faut bien immortaliser ce moment. Merci à Norbert Soubraïdou, Head of Supply Chain and Logistics chez Brun Active, groupe IBL, et aussi Sustainability Champion dans cette opération du groupe. Et merci à Juliette Deloustal, Sustainability Manager chez le groupe Attitude. Merci à Anya Dundou, Project Manager Sustainability and Community Building de Made in Maurice, qui a été notre modératrice. Merci encore une fois également à Virginie qui était avec nous et à Jérôme Vulmain, le directeur de Calitropique, qui était avec nous en tant qu'expert.